Bien, écoutez, nous allons commencer. Bienvenue à ceux qui sont présents ici, participants, intervenants. C'est un moment de partage. Donc, très clairement, on est dans un moment où ce qui importe, c'est que nous puissions tous à la fois écouter, apprendre des autres et puis aussi partager nos expériences dans ce domaine qui est celui d'une seule santé sur lequel nous allons travailler. Vous le savez, l'esprit des rencontres, c'est celui du partage des savoirs, mais de tous les savoirs. Il ne s'agit ni d'une conférence scientifique, ni d'une table ronde académique, mais bien d'un espace où une diversité d'acteurs issus du milieu de l'éducation nationale, des collectivités, des réseaux associatifs, de l'université, sont là pour partager autour des enjeux liés à la façon dont cette approche Une Santé irrigue les processus éducatifs. Nous avons l'habitude de dire à la chaire UNESCO et centre collaborateur OMS Éducation et Santé qu'on ne fait pas la santé des gens sans les gens et encore moins contre les gens. Et si on veut être en capacité d'agir sur les défis de santé, les défis d'environnement, le défi des inégalités, eh bien, on ne peut le faire que collectivement à travers une approche d'éducation pour tous tout au long de la vie sur ces enjeux-là qui sont des enjeux tout simplement de citoyenneté. Mais c'est ça l'état d'esprit du temps de travail qui nous réunit ce matin, une table ronde d'abord, puis un atelier, et ensuite cet après-midi un autre atelier sur la mise en œuvre opérationnelle dans une région de l'approche Une Seule Santé. Donc un moment d'échange, des éclairages variés autour des enjeux liés à l'approche Une Seule Santé. Et nous allons pour cela, dans un premier temps, donner la parole, j'allais dire, presque aux principaux concernés, c'est-à-dire à la jeune génération, aux étudiants. Et nous avons tenu à la fois par la présence d'Asriba avec nous et par des vidéos, leur demander à eux qui sont en train d'apprendre, qui sont dans des formations qui traitent des enjeux à l'interface de la santé, de l'environnement, des inégalités, de dire mais pourquoi est-ce qu'ils sont là, quelles sont leurs questions et comment ils voient le futur. Et donc c'est pour ça que nous avons demandé à Asriba à la fois de faire l'introduction et la conclusion de ce moment de travail partagé, de manière, j'allais dire, de remettre l'église au milieu du village. On n'est pas en train de parler d'un débat d'experts là. On est sur des défis qui sont des défis planétaires et qui nous concernent tous en tant que citoyens, en tant que professionnels. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir et la chance d'avoir un ensemble de contributions qui nous permettront, en tout cas on l'espère, de cerner l'ensemble de la problématique Une Seule Santé dans ses interactions avec l'éducation, avec cette idée centrale qui se résume en quelques mots, des paroles aux actes. Bien sûr qu'il y a des concepts, mais la question c'est comment on fait pour les faire vivre ici, à Poitiers, en France, en Amérique du Nord, en Afrique. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire vivre dans les actes, et en particulier dans les actes éducatifs, cette approche qui est l'approche holistique Une Santé. Et pour cela, nous aurons le plaisir d'entendre Guy Campion, qui est médecin et qui travaille sur les enjeux de santé environnementale et les enjeux de santé publique depuis de nombreuses années. Marie-Danielle Campion, qui est juriste, rectrice, ancienne rectrice, et qui a, elle, de son côté, une expérience extrêmement forte dans la construction des politiques publiques, dans l'articulation des contributions des différents acteurs locaux, nationaux, et somme toute un ancrage très fort sur, en vrai, comment on fait des politiques publiques éducatives. Nous avons demandé également à des collègues de l'Université de Montréal, en l'occurrence Sarah Chaput, qui sera présente par une vidéo autour des enjeux d'articulation entre promotion de la santé et approche Une Seule Santé. Et Alexandre Baudouin de l'Université de Montréal interviendra également, avec Marie-Pierre Sauvan-Rochat de l'Université Clermont-Auvergne en santé publique. Et nous terminerons par une approche, cette fois, du point de vue de l'éducation, avec l'expérience du rectorat
de Poitiers et des dynamiques à l'échelon de la région et à l'échelon national. J'allais dire, on devrait couvrir à peu près l'ensemble du périmètre. Voilà le menu pour cette première partie de matinée. La seconde partie de la matinée, ce seront des expériences internationales. On sera réellement dans la suite. On rentrera cette fois dans le détail. Là, on essaye d'éclairer une problématique. Et tout à l'heure, en deuxième partie de matinée, à partir d'11h30, nous aurons la chance d'avoir 4 intervenants venus des Pays-Bas, du Sénégal, du Canada et de France pour nous dire, voilà, en prenant le temps d'entrer dans les détails, comment est-ce qu'on fait vivre l'approche Une seule santé. Eh bien, il nous reste maintenant à passer la parole à Sriba pour nous dire, mais finalement, on est là, quels sont les enjeux? À vous. Merci, professeur. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente. Je suis Asriba Tofa, sage-femme togolaise, étudiante en master santé publique, axée santé environnementale et santé au travail. Et avant d'intégrer ce master à l'université Clermont-Auvergne, la notion du One Health m'était jusque-là inconnue. Je l'ai découverte en stage avec le professeur Sauvant Rochard et j'ai trouvé que c'était un concept des plus enrichissants. Et je participe donc à cette table ronde pour en apprendre davantage sur le concept One Health, explorer ses avantages, comment l'intégrer dans nos pratiques professionnelles et personnelles, comment le transmettre également. Donc, voilà, je suis là pour ça. Merci beaucoup, Asriba, pour cette belle introduction. Et c'est vrai que le fait d'être sage-femme et de travailler avec des enfants en bas âge vous conduit à être aux premières loges pour identifier les enjeux d'une action efficace sur les déterminants de la santé des parents et des enfants à un moment de très grande sensibilité aux facteurs environnementaux, sociaux, affectifs, émotionnels. Nous allons vous proposer très brièvement de vous rendre sur wooclap.com et de nous indiquer de votre côté ce que vous identifiez comme étant les principaux défis autour de cette approche One Health. Nous allons poser, somme toute, la même question à nos intervenants, mais nous avons besoin de vos retours sur cette question. Quels sont pour vous les principaux défis? Et après les interventions qui viennent, on reviendra sur vos propositions de manière à identifier finalement collectivement qu'est-ce qui fait problème et comment est-ce qu'on va pouvoir avancer. Alors, l'étape suivante consiste donc pour nous à réfléchir à ce de quoi nous parlons. Et donc, nous avons demandé à Guy Campion de nous parler de l'approche Une Santé à partir du point de vue des enjeux sanitaires. À vous. Professeur Jourdan, merci et merci pour cette belle introduction d'un sujet crucial à la fois pour nous-mêmes, pour la population générale et puis pour notre planète. Et merci également à notre étudiante d'avoir aussi bien positionné le débat. Donc, je dois en 6 minutes, en gros, c'est 2 fois ma thèse en 180 secondes, donc quelque chose d'assez rapide, et pour vous présenter 4 idées forces, avant tout sur, bien entendu, le sujet One Health, Une seule santé. Donc, tout d'abord, une sorte de, pas des définitions, mais des points qui vont un petit peu circonscrire un petit peu ce concept de One Health. C'est d'abord une interconnexion, ça c'est le mot majeur, une interconnexion entre la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes. Ça, je crois que c'est vraiment à mettre en exergue. Et puis, en plus de cela, il y a également une interdépendance entre les êtres vivants et l'environnement. Là encore, c'est quelque chose de plutôt novateur, mais on verra que cette notion a été quand même relativement récurrente dans les années qui nous précèdent. Et ce concept porte également attention à toutes les vulnérabilités, et pas simplement au niveau de l'être humain, mais surtout les êtres vivants et non vivants. Donc, en quoi ce concept nous intéresse-t-il vraiment? C'est qu'il vise finalement à préserver avant tout notre planète, notre village global. Ça veut dire vivre en harmonie avec plus de justice sociale, plus de justice sanitaire et plus de justice territoriale. Et puis,
comme on l'a connu encore récemment, c'est faire face à des problématiques majeures, et je pense notamment donc aux risques sanitaires en lien avec l'effondrement de la biodiversité et puis également tous les problèmes qui se posent en termes climatiques, bien entendu. Alors, ce concept de One Health rentre dans une stratégie globale de santé globale, parce qu'il met à la fois l'accent sur la convergence entre les problématiques de santé classiques, les virus émergents, l'antibiorésistance, les maladies chroniques, mais il intègre également les déterminants de la santé. On peut penser à différentes choses, le tabagisme, l'environnement lui-même, la nutrition, etc. Et tout ceci à un niveau mondial. C'est pour ça qu'on parle également, vous le verrez, en plus de One Health, on parle d'éco-santé, mais on parle également de planète santé. Donc voilà, ça c'est le premier point pour un petit peu situer la problématique. Le deuxième point, c'est pour dire que cette approche holistique a toujours existé. On peut même dire qu'elle existait même très très anciennement, puisqu'on peut voir que le philosophe grec Hippocrate, alors Hippocrate qui est quand même une personnalité importante pour les médecins bien entendu, traite de la santé humaine, de la santé animale dans un traité sur l'eau, l'air et les sols, ce qui est quand même étonnant à cette époque-là. Et les risques sanitaires sont connus de longue date, puisque la transmission des maladies infectieuses transmissibles de l'animal à l'homme sont connues depuis longtemps. N'oublions pas que 60% à 70% des maladies transmissibles viennent de l'animal. Un petit point à rappeler, qui est un petit peu un clin d'œil, le film de Jane Campion, ça ne s'invente pas, en 2021, avait trait à la maladie du charbon et s'intitule The Power of the Dog. C'est un film tout à fait passionnant à revoir. Et puis, cette coopération entre les professionnels a été relativement bien tissée jusqu'au XIXe siècle. Pour preuve, les travaux Pasteur et d'autres, bien entendu, qui ont abouti au vaccin de la rage, vaccin contre la tuberculose bovine. On voit, il y a eu vraiment des études très fortes jusqu'au XIXe siècle. Et ensuite, ça s'est un petit peu distendu parce que hyperspécialisation de la médecine, tant humaine que vétérinaire, mais également tout ce qui concerne l'environnement. Donc, ça s'est un petit peu distendu. Ce lien a été retissé dans les années 80 et donc des personnalités ont participé, je crois qu'on peut les citer, en oubliant bien d'autres, bien entendu, mais Rachel Carson aux États-Unis, le professeur René Dubos ont participé vraiment à cette prise de conscience de santé globale. Et puis l'écologie politique, bien entendu, dans les années 80, avec ses différents courants, a repris également cette ambition de développer One Health et cette santé globale. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi remarquer que c'est quelque chose qui est repris au niveau international, un emploi international repris par les institutions et par les pays, comme cela n'a jamais été à l'heure où nous parlons aujourd'hui. Donc ça, je crois que c'est un fait important. Et puis, bien entendu, One Health relève de politiques publiques. Il suffit de voir notamment en 2022 l'avis du Conseil scientifique sur le Covid, également pour la recherche, pour développer la recherche sur les maladies infectieuses, mais également l'avis des différentes académies, médecine, vétérinaire, pharma, Académie des sciences, également, alors là, cela date de fin 2021, pour développer la recherche dans le domaine des maladies infectieuses. Donc ça, après la définition, après la partie vraiment récurrence holistique, on arrive maintenant aujourd'hui par rapport à la pandémie que nous avons vécue, en quoi One Health peut changer un petit peu les choses au niveau des politiques de pays. Donc, plusieurs points. À la fois, il est nécessaire d'avoir une gestion qui soit beaucoup plus globale, alors qu'il est vrai que les politiques ont été plus un petit peu divergentes sur certains points dans le traitement de la pandémie. Donc, l'approche One Health doit être une façon de gérer un petit peu cette nouvelle gestion en commun pour le bénéfice à la fois commun et le bénéfice individuel. Donc, ça veut dire une gestion holistique, ça veut dire
plus de prévention, qu'elle soit primaire, secondaire, tertiaire, mais c'est la prévention, c'est être prévenu, mais c'est aussi être prévenant vis-à-vis de l'autre. Et puis ensuite, c'est la préparation, c'est la gestion des stocks, c'est la place des professionnels et quelle réponse on donne à cette problématique de maladies infectieuses émergentes. Et puis, se rajoutent à cela des mesures d'urgence, à savoir l'atteinte aux libertés. Ça a été bien géré pendant la période de pandémie, on a été bien parlé de cette atteinte à la liberté. Hein. Et puis, la place de la communication qui doit être bien descendante, bien comprise, bien étudiée. Et puis, problème de la résilience, autrement dit, avoir également un retour d'expérience sur ce qui a été vécu pendant la pandémie. Un exemple pratique, c'est Présode, qui place la recherche vraiment santé animale, humaine et l'environnement au cœur de la recherche, de la surveillance, de la détection, et donc avant tout dans les épidémies zoonotiques. Et enfin, le quatrième point, en essayant de ne pas déborder le temps qui m'est attribué, c'est les priorités affichées qu'on peut dire aujourd'hui, qui se résument en 3. Un problème de recherche fondamental, on va le voir, la formation et également la sensibilisation. La recherche, c'est avant tout la recherche contre la résistance microbienne. Nous y sommes exactement. Il y a très peu de nouveaux antimicrobiens développés, très peu de recherche, donc nécessité d'incitation. Il ne faut pas oublier un chiffre très important et qui doit vraiment nous faire mesurer l'importance de la recherche de ces antibiotiques et la recherche contre la résistance aux microbes. C'est qu'en 2050, il est prévu qu'il y ait 10 millions de morts par an dues à la résistance aux antibiotiques. 10 millions de morts par an en 2050. Donc, je crois que le problème est bien posé sur le problème d'antibiorésistance. Donc, à la fois des incitations de type PIA, des programmes européens, des programmes nationaux, tout cela doit être développé pour faire sortir de nouveaux antibiotiques qui soient efficaces et sur le long terme. Donc, compte tenu, alors ça c'est donc la recherche, sur la formation, compte tenu de cet aspect global et intégré de One Health, il a été créé des écoles universitaires de recherche en maladies infectieuses, des EURMIE, comme on dit, alors deux notamment, une portée par Lyon 1 et l'autre portée par Paris-Cité. Et puis, également, à citer 2 points, je n'insisterai pas pour ne pas aller au-delà, c'est une recommandation de la Commission d'avril 2023 sur la formation, notamment à la résistance aux antimicrobiens, et puis également la résolution du Parlement européen, encore plus récente, puisqu'elle vient de sortir le 24 mai 2003, là également sur la résistance aux antimicrobiens. Ensuite, après la recherche, après la formation, c'est la sensibilisation du public. Cette sensibilisation du public, elle est très importante. Elle passe par une communication directe, par des communications de grand public et donc sur des campagnes très larges et toujours pareil sur la résistance aux antimicrobiens. Et donc, agir, par exemple, sur des points précis comme l'hygiène des mains, comme la consommation raisonnée des antibiotiques, pas seulement sur les êtres humains, bien entendu, mais c'est également sur les animaux, c'est un gros problème. Donc, tout ça à l'échelon national, à l'échelon international. Et puis, en guise de conclusion, je crois qu'on peut dire que One Health, c'est quoi? C'est habiter le monde dans une démarche de santé durable pour tout le monde. Et pour reprendre en 3 mots, un petit peu plus, 4 ou 5 d'ailleurs, une phrase d'Alexandre Robert, qui est professeur d'écologie au Muséum d'histoire naturelle et notamment travaillant sur les espèces menacées. One Health, c'est quoi? C'est faire corps pour notre santé planétaire. Je vous remercie pour votre attention. Bravo, merci beaucoup pour cette remarquable introduction. Ben voilà, là, on a planté le décor, on sait de quoi nous parlons. C'est-à-dire qu'en fait, la santé nous est totalement commune et les enjeux, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on construit une santé durable pour tous à l'échelon planétaire. Alors, une fois qu'on a eu cette première manière de présenter les choses, nous avons demandé, dans la suite de ce que vient d'indiquer le professeur Guy Campion,
une intervention de la part du REFIPS, qui est un réseau, Sarah Chaput, sa directrice, va nous le dire, international centré sur la promotion de la santé, pour montrer cette fois du point de vue de la promotion de la santé, c'est-à-dire de cette action systématique sur les déterminants de la santé, comment est-ce que l'on peut penser les problématiques liées à One Health. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sarah Chaput, je suis la directrice du Réseau francophone international pour la promotion de la santé, le REFIPS, et dont la mission est de faire reconnaître la promotion de la santé et de renforcer les capacités et compétences en promotion de la santé. Alors, à ce jour, on compte plus de 1500 membres répartis dans une trentaine de pays de la francophonie qui ont des profils très variés. Donc, on a des gens du domaine de la santé, de l'éducation, du domaine social, du domaine des communications. Voilà, ça me fait plaisir que le REFIPS ait contribué à cette initiative et je tiens aussi à saluer l'initiative de cette journée sur les liens entre une seule santé, l'éducation et l'événement La classe dehors. Alors, pourquoi l'approche Une seule santé est importante en promotion de la santé? C'est que beaucoup de liens entre approches, donc on parle dans les deux cas d'une approche globale, partenariale, interdisciplinaire, intersectorielle, et dans les deux cas, on doit mettre à contribution tous les secteurs d'activité à tous les niveaux décisionnels pour occasionner. Et bien entendu, on ne peut pas passer à côté du secteur de l'éducation et de la participation des jeunes, qui sont des conditions essentielles au déploiement de ces approches Une seule santé et promotion de la santé. Donc, c'est une très belle occasion aujourd'hui de croiser nos vocabulaires et nos univers. Un des défis d'intérêt du REFIPS, c'est vraiment d'intégrer les stratégies d'inclusion et d'équité dans les approches Une seule santé et de promotion de la santé dans nos milieux de vie et aussi dans nos écoles et plus largement dans nos collectivités. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vous souhaite une belle fin de journée de réflexion riche en échanges et bien sûr, le REFIPS demeure à disposition pour poursuivre la conversation et faire avancer les réflexions sur les croisements entre Une seule santé, promotion de la santé et le secteur de l'éducation. Alors, je vous remercie beaucoup et au plaisir. Merci beaucoup. Voilà, on a le plaisir d'avoir pu échanger avec, disons, avoir la contribution de Sarah Chaput. Ça nous paraissait très important autour de cette question sur laquelle elle a insisté, des croisements. Vous l'avez entendu, Guy Campion, dès le départ, a positionné l'enjeu comme étant bien sûr planétaire, mais surtout comme étant intersectoriel. Il n'a pas parlé que des gens qui produisent des médicaments antimicrobiens. C'est bien un ensemble. Et pour réussir à avancer dans ce domaine-là, la question de l'intersectorialité, de la capacité à échanger, elle est tout à fait structurante. L'approche en silo ne peut que nous conduire dans le mur. Et sans doute, le rôle d'opérateur comme le REFIPS, dans l'accompagnement des différents dispositifs, eh bien, c'est une forme de catalyseur de l'ensemble. Puis le deuxième élément qui me semble être commun et très fort entre ce que Guy Campion et Sarah Chaput ont indiqué, c'est toujours la question de la vulnérabilité et de l'équité. Si nous sommes là ensemble, ce n'est pas juste pour faire une santé pour nous, c'est pour faire effectivement une santé pour tous. Pour y parvenir, intersectorialité, attention à la vulnérabilité, c'est vraiment un défi pour tous les acteurs. Marie-Danielle Campion. Merci beaucoup, Didier Jourdan. Merci beaucoup, Didier. Et merci pour cette occasion d'avoir déjà pu travailler sur le sujet pour préparer cette journée. Je crois que c'était beaucoup de moments forts pour chaque participant. Donc, merci aux organisateurs, que ce soit à vous, Didier, ou aux deux Benjamin, si je puis m'exprimer ainsi, voilà, ici présents. Remercier pour ces moments de partage de cette journée et, comme l'a dit Sarah Chaput, de ces conversations prolongées. Donc, c'est un sujet, on voit, qui est novateur dans son approche parce que c'est une approche tout à fait nouvelle, mais qui a quelque part toujours existé dans sa diversité, ce qui est rassurant. Et puis, bravo, parce qu'une professionnelle étudiante, que nous sommes tous d'ailleurs, eh bien, est là pour modérer et pour, je ne vais pas dire accompagner, mais diriger les choses. Alors, pourquoi c'est un défi pour tous les acteurs? Tout d'abord parce que un constat, si vous le voulez bien, qui mérite d'être largement complété. Parce qu'il y a une crise des communs
et ça c'est un sujet qui paraît tout à fait majeur, avec le repli sur soi, peut-être augmenté par le Covid ou d'autres craintes, le consumérisme, la perte de sens, et puis ce qu'Hartmut Rosa a dit, c'est l'accélération. C'est-à-dire qu'il faut aller tout le temps très vite et changer tout le temps. Parce que pour tous les acteurs, et c'est non seulement ces crises, mais c'est aussi les inégalités qui sont multiples, plurielles, diverses, individuelles, collectives, sociales, territoriales, sanitaires. Donc là, les communautés de destin, elles sont où? Une question de la crédibilité de la science avec les climato-sceptiques et autres, et qui se développe. Et avec la puissance des réseaux sociaux, la compréhension même. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une étude très intéressante conduite par le Collège de France qui disait, mais beaucoup ne connaissent pas ou méconnaissent le sens des mots. Donc, chacun a sa compréhension. Et puis, dernier aspect, comme constat de ce monde complexe à l'Edgar Morin, c'est avoir une vision globale, holistique, mais aussi d'extrême proximité. Alors, pour les acteurs décideurs, les acteurs de terrain, ce n'est pas forcément facile. Et par contre, alors quelque chose de formidable, c'est l'engagement de tous. Ça, c'est merveilleux, avec des visions très différentes. Et souvent, très souvent, respectant les points de vue. Et ça, c'est deux aspects qui peuvent être sous. Donc, dans ces défis pour tous les acteurs, que peut-on dire? Eh bien, moi, ce qu'il me semble, ce que j'ai vécu et ce que nous avons vécu en discutant avec les uns et les autres, c'est comment reconstruire ou construire une mythologie partagée. On n'est pas très loin de mythes fondateurs, quels qu'ils soient de par le monde, avec un objectif qui est de créer une réelle communauté de destin. Alors que l'Anthropocène, on nous dit, on est dans l'Anthropocène, on y est depuis 1784, ça a corrigé. Mais maintenant, l'Anthropocène, il est sérieux, il change vraiment le monde, avec une empreinte humaine extrêmement forte, et puis également une influence anthropique également, et de plus en plus importante avec la pollution, l'urbanisation, le réchauffement climatique. Et donc, les objectifs communs, puisqu'on parle toujours des communs, pour faire agir au jour le jour, c'est bâtir une culture citoyenne commune et V-E-C-U-E, vécu dans la pratique quotidienne par tous. Qui dit vivre les choses, ça veut dire une reconstruction conviviale à la Illich, avec une exemplarité des acteurs. C'est faire ce que je fais et pas faire ce que je dis. C'est donc bien sûr, si on a parlé de l'accélération de Rosa, c'est aussi la résonance, et la résonance autour du monde. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on ne part pas de rien. Alors, on ne part pas de rien, pourquoi? Parce qu'on a tous ceux qui nous donnent le sens, ce sont les institutions internationales. Donc, je me tourne vers vous et je crois que c'est tout à fait fondamental qu'il y ait ces institutions parce qu'elles créent le vrai commun. Il y a les collectivités territoriales, toujours très impliquées, les services de l'État, les établissements d'enseignement supérieur, tous les établissements, les associations. Et puis, un absent qu'on devrait aussi citer, ce sont l'entreprise privée qui est souvent motrice. Alors, deux points peut-être, un sur l'enseignement supérieur et un sur l'éducation, sans aborder le sujet de l'éducation, mais uniquement des acteurs autour de ces thèmes. Sachant que l'éducation, elle est portée par de nombreux ministères, ça je ne vexerai pas mes collègues, il y a l'éducation nationale, il y a l'enseignement supérieur, la transition écologique, il y a l'agriculture, non seulement avec ces lycées, il y a la mer, il y a la fonction publique, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement dense, extrêmement riche, avec plus qu'une pluralité, une myriade, une constellation. Alors, ce défi pour tous les acteurs, en prenant le supérieur, ce sont des défis pour eux, déjà affichés depuis longtemps, à l'échelon international, national, régional et autres. En effet, ces acteurs, ce sont tous ces établissements qui relèvent de tous les ministères. J'ai pris que la France, parce qu'autrement, c'est trop compliqué, mais je ne suis pas réductrice, absolument pas réductrice. Mes propos sont volontairement sérieux. Des instituts de recherche, les écoles vétérinaires, le HESP, donc les hautes écoles de santé publique, l'ANSES, l'IRD, les secteurs privés, les étudiants, et plus largement tous les apprenants que nous sommes, et les différentes agences européennes, etc. La recherche, donc ça a été dit, je veux dire très bien dit, mais ça c'est un clin d'œil, intersectorielle, interdisciplinaire, multisectorielle, elle convoque toutes les sciences, donc jamais oublier une science.
On est vraiment dans des sciences ouvertes, des sciences participatives, des sciences sociales, des sciences cognitives ou toutes les sciences autrefois qualifiées de dures. Et avec des objectifs, donc des formes de coopération qui sont extrêmement variables et qui doivent s'adapter à la volonté de chacun. Et c'est toute la difficulté des acteurs, c'est de s'adapter. Un projet, une chaire, une alliance, et parfois un destin partagé avec des fusions d'établissements. Les formations, alors après la recherche et la formation, c'est la sensibilisation lourde dans ces établissements à la capacité d'expertise. Une capacité d'expertise qui peut être extrêmement pointue. Et dans ces formations, bien évidemment, je n'oublierai pas les INSPE, les Instituts supérieurs nationaux de formation des enseignants, et bien au-delà. Et là, c'est un clin d'œil à Didier, s'il me le permet. Et puis le CNFPT, parce qu'on a travaillé ensemble, c'était super. Alors, il y a des avancées qui sont aussi très importantes avec des écoles universitaires de recherche, ce qu'on appelle les EUR, mais aussi l'Université européenne pour une santé globale, qui existe depuis 2021 à l'initiative de la Commission européenne. Ça s'appelle EGLO, santé globale, biomédecine, sciences de la vie, sciences sociales et le lien avec le bien-être. Et je rejoins tout à fait vos propos, Asriba, si vous me le permettez, parce que c'est un point tout à fait majeur. Défi pour tous les acteurs, donc du supérieur, mais aussi de l'éducation. Pourquoi? Parce que quand on parle éducation, on parle éducation formelle, informelle, temps scolaire, extrascolaire. C'est le temps de la vie d'enfant. D'ailleurs, il y a un colloque en dessous sur la petite enfance, je crois. L'association, les parents, les élèves, mais tous les habitants du village global. Et n'exclure personne, avec des défis permanents. Là aussi, si on fait un peu d'analyse historique, on regarde les travaux, cohérence, symbiose, articulation, continuité autour des valeurs. Alors, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est du XVIIIe siècle, à l'école, sur la santé. C'est par l'approche santé qu'il y a eu des développements importants, semble-t-il, parce que les enfants issus de CSP dites favorisées, leurs parents leur portaient une très grande attention, et de ce fait, ça a permis une approche globale de l'école sur ce sujet. Deuxième point, un manuel du primaire de 1899 parlait déjà de la santé, parlait déjà, entre guillemets, du fait de laisser faire les enfants, de sortir, d'aller faire des herbiers en les laissant choisir. Tout ça pour une approche santé. Et en laissant choisir l'enfant. Donc, on n'était pas dans de l'injonctif et du descendant. Alors, les outils, les moyens, ils sont nombreux. On peut y réfléchir. Beaucoup parlent de l'institution éducative et non scolaire, c'est un loupé de ma part, qui succédera à l'école. C'est l'ouvrage de Bernard Delvaux qui est repris partout, je ne vais pas dire repris, mais tout le monde s'accorde sur le fait de dire que l'école, dans sa forme traditionnelle, a vécu. Il faut de nouvelles formes scolaires avec des projets de territoire, d'écoles, d'établissements, des programmes qui peuvent être différents. Aux États-Unis, c'est le K-12, par exemple. Et donc, réfléchir à des écosystèmes de transition. C'est ce que l'on voit. Partout, on peut voir une seule santé sortir, en associant tous les acteurs à part égale. Il n'y a pas un dominant et des dominés. C'est vraiment quelque chose de large. Et peut-être en propos, non pas de conclusion, mais en propos, je crois que ceci rejoint tout à fait la qualité de vie et les conditions de travail, que c'est absolument essentiel pour à la fois les personnels de l'éducation, les personnels des associations, les personnels des collectivités. Ça rejoint le sujet du bien-être des enfants et du bien-être de la planète. Et donc, vraiment, merci de ces moments de partage. Et je reprendrai la conclusion de Frédéric Worm, le directeur de l'ENS, que chacun connaît, sur une seule santé. Il a choisi One Love de Bob Marley. Bien, écoutez, merci beaucoup. Bravo pour cette remarquable présentation. Je ne sais pas si on se propose tous ensemble de chanter One Love, mais peut-être pas, mais en tout cas, le cœur y est. Je vous propose pendant la pause de se mettre un peu de musique et donc de baume au cœur autour de ces enjeux. Oui, tous les acteurs, sans exception. La perspective d'ensemble, c'est ce que nous, on a tendance à appeler l'écologie des savoirs, c'est-à-dire le fait de tenir ensemble la diversité des savoirs sans
j'allais dire, les hiérarchiser, mais sans non plus nier leur spécificité, les savoirs d'expérience des personnes qui, eh bien, sur le terrain, par leur activité professionnelle ou leur expérience familiale, associative, eh bien, accumulent un savoir. Et c'est à la condition, et vous l'avez très bien dit, de permettre une articulation de ces savoirs et de l'engagement de chacun, notamment autour de l'éducation formelle, non formelle et informelle, que nous pourrons effectivement relever le défi. Nous avons donc identifié toute une série de grands enjeux. Donc là, je vais demander à Sylvia de Reuter de nous partager le résultat du WOOC Lab, c'est-à-dire de votre contribution à vous dans la salle et à vous qui êtes en ligne. Bien, somme toute, quels sont les éléments que vous-même avez pu identifier comme étant tout à fait décisifs dans notre domaine, somme toute en complément des 3 contributions, celle d'Asriba, celle de Guy et celle de Marie-Danielle. Alors, du côté des participants, nous allons bientôt avoir l'écran et ensuite nous donnerons la parole aux étudiants dans des vidéos pour justement qu'elles partagent de leur côté les principaux enjeux. Alors, dans les éléments qui vont être présents dans ce que vous avez partagé pour passer des paroles aux actes, on va retrouver évidemment la santé au cœur, mais on perçoit bien la place de la promotion de la santé dans l'approche One Health qui est aussi très présente. On voit apparaître aussi les questions tout simplement de communication, d'information. C'est ce que vous avez tous les deux mis en avant autour du fait qu'on a besoin de partager ça. Ce n'est pas une question d'experts dont on parle. C'est chacun d'entre nous. Et le mot plaidoyer apparaît également. Somme toute, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Vous savez, à la chaire, on parle beaucoup d'écosystèmes de production et de partage de connaissances. C'est-à-dire de ne pas dissocier la manière de produire des connaissances, alors par la recherche et par d'autres méthodes, et puis de le partager comme dans ces moments ici, et c'est quelque chose qui est présent. La question de la culture également, vous avez parlé de mythologie, de reconstruire les mythes structurants de nos sociétés. On perçoit bien qu'à travers votre retour, ce que sont les principaux défis, c'est réellement autour de ce partage, de cette contribution de chacun, de chacune, de l'information. L'intersectorialité est également présente. C'est vraiment du faire ensemble. Alors, dans la suite de tout cela, nous avons demandé à 3 étudiantes de nous dire, pour elles, justement, quels étaient ces principaux défis et ce qui les avait conduits à s'intéresser, comme Asriba, à la question une seule santé, à la question de l'environnement, de l'interaction entre l'ensemble des déterminants de la santé des animaux. Alors, moi, j'avoue que j'ajoute toujours la santé des végétaux. Je ne sais pas pourquoi on met les végétaux avec l'écosystème et pas le reste, alors que nous, on est dedans. Non seulement on est des animaux, bah oui, mais il n'y a pas que nous, il y a aussi les champignons, les bactéries et les végétaux. Grosso modo, on est 4 familles sur la planète et on a à prendre soin des 4 familles. Pardon ? Alors, les virus, voilà, font partie des micro-organismes, vous avez tout à fait raison. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous en ont dit ? Bonjour, Oui, vas-y. Je m'appelle Julie, je suis infirmière et étudiante en master santé publique, santé environnementale. Donc, j'ai eu la chance de m'épanouir dans un environnement et entouré d'une biodiversité très riche. Et j'aimerais que mes enfants, par le futur, puissent bénéficier de cet environnement également. Je m'aperçois qu'au quotidien, on voit beaucoup de maladies chroniques, de plus en plus précocement chez la population. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons que la santé environnementale a un grand rôle à jouer sur la santé de la population en général. Donc pour moi, la prévention, c'est agir sur les déterminants individuels et environnementaux dans le concept ELF, qui me paraît le plus adapté effectivement pour la meilleure santé tout au long de la vie. Bonjour, je m'appelle Tatiana et je suis sage-femme libanaise et actuellement étudiante en Master 1 Santé publique, parcours santé environnementale. Pour moi, le concept de One Health, c'est la santé globale tout au long de la vie, surtout durant la période périnatale.
cette période représente une période très importante et très sensible, surtout pour le développement du fœtus et pour son devenir après. D'où la nécessité de promouvoir le concept de One Health et de sensibiliser les futurs jeunes adultes sur le concept, par exemple, le concept des 1000 premiers jours et de leur sensibiliser aussi à propos de la santé environnementale, surtout les perturbateurs endocriniens et leur impact sur la santé reproductive. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Je suis actuellement étudiante en Master 1 Santé publique, parcours santé environnementale. J'ai eu la chance de grandir dans un environnement naturel, entouré de montagnes, de végétation et d'animaux. C'est pour ça que je pense qu'il est important de préserver la santé environnementale. Et après, par la suite, j'ai pu étudier, lors de ma licence de biologie, l'impact de l'homme sur la santé animale et sur la santé végétale. Mais le problème, c'est que ces santé influencent en fait la santé humaine. Et actuellement, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que je pense qu'il est important de promouvoir la santé environnementale et le concept de One Health pour que cela devienne un cercle vertueux. Et bravo à nos étudiantes qui d'ailleurs sont en ligne et nous suivent aujourd'hui. Moi, j'avais juste envie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais de souligner le fait que cette question-là, de cette approche une seule santé, nous y entrons tous par des voies et des chemins différents. Notre collègue étudiante qui est infirmière rentre par la problématique du prendre soin et du fait qu'on ne peut pas le faire sans prendre en compte l'environnement. Notre collègue sage-femme comme Asriba, il rentre parce que pendant les 1000 premiers jours, c'est là qu'il ne faut pas rigoler. On est obligé de tenir tout ensemble. Bien sûr qu'il y a le bisphénol, mais il faut aussi tenir compte des enjeux affectifs, des enjeux éducatifs. Tout est là dans cette approche. Et puis, une approche qui, cette fois, est une approche, on pourrait dire, plus écologique, de quelqu'un qui s'intéresse au milieu et qui se dit, ben oui, moi, je suis biologiste, mais moi, ce que je veux faire, c'est travailler sur les enjeux de santé parce que tout est lié. Notre façon, et c'est bien le thème ici, de voir les enjeux autour de One Health, eh bien, elle est marquée par nos origines, ce qui nous structure, mais elle nous conduit tous eh bien, finalement à agir de manière structurée, intersectorielle et puis opérationnelle. J'aime beaucoup cette idée des paroles aux actes et de faire les choses en vrai. Alors, il nous reste maintenant dans la deuxième partie, on va dire, de ce temps de travail, à passer la parole à deux acteurs pour nous dire comment est-ce que eux, justement, mettent en œuvre l'approche une seule santé. Donc, on va demander à Alexandre Baudouin et à Marie-Pierre Sauvant-Rochat de le faire. Alors, vous avez vu qu'Alexandre Baudouin, il est là-bas, c'est parce que, en fait, c'est juste du teasing qu'il va faire. Parce qu'un peu plus tard dans la matinée, il a 15 minutes pour nous dire tout ce qui est conduit au sein de l'université de Montréal en termes d'approche. Donc là, on lui a juste demandé 3 minutes pour nous donner une idée. On en a donné 3 aussi à Marie-Pierre Sauvant pour dire, mais en vrai, nous, on fait quoi? Marie-Pierre? Merci Didier. Tu veux que je passe tes dias? Non, ça va. Merci à tous d'être là parce que la présence de vous tous, que ce soit en présentiel ou à distance, montre que cette approche une seule santé est quelque chose qui interpelle. Alors, cette approche une seule santé, c'est quelque chose que nous nous sommes tous appropriés depuis quelques mois, et je dirais au maximum 3 ans. Avant la crise Covid, je lance un défi pour savoir qui avait entendu parler d'une seule santé. Le One Health, le concept d'une seule santé, était quelque chose qui était encore réservé aux spécialistes, à ceux qui s'intéressaient aux relations environnement et santé. Alors, je vais être un peu provocatrice, je serais tentée de dire merci à la Covid d'avoir mis sur le devant de la scène ce concept global. Sans ça, je ne suis pas certaine que tous les individus de notre société connaissent ce terme. Pourtant, il est apparu dans les politiques publiques
chez les professionnels, on va dire santé au sens large, dès le début des années 2000. Mais pendant plus de 20 ans, le discours a été diffus, confidentiel. Les professionnels qui œuvraient dans le domaine de la santé, que ce soit animale, végétale ou humaine, dans le domaine de l'environnement, ont commencé à s'approprier ce concept. Mais pas plus que ça. L'extériorisation du message n'était pas faite. Il a fallu une crise sanitaire pour que chaque citoyen prenne conscience qu'il n'est pas seul, que sa santé dépend de lui peut-être, de ses collègues de la société humaine, mais aussi de l'écosystème, des animaux, des végétaux avec lesquels il est en interaction, et des micro-organismes, bien sûr. Alors, cette approche, maintenant, environnement, santé, sont des mots qui sont sur toutes les lèvres quasiment. Il faut éduquer, il faut comprendre les relations entre les déterminants de la santé, qu'ils soient d'origine environnementale ou autre. OK, on est tous d'accord pour ça, on est tous prêts à s'engager. Mais, est-ce que c'est si nouveau que ça? Tout à l'heure, on évoquait Hippocrate. Ça fait 25 siècles que dans son traité des eaux, des lieux, des eaux, des airs, des lieux, je vais le mettre dans le bon ordre, il évoquait cette influence, cette relation. Je ne vais pas remonter aussi loin. Je vais remonter simplement 50 ans en arrière, dans les années 70. On parle d'éducation, donc l'éducation nationale est en première ligne. Et dès cette période-là, cette approche environnement était présente dans les programmes. Des recommandations, des circulaires incitaient les enseignants à intégrer cette approche dans le message qu'ils transmettaient aux élèves. Alors, on ne parlait pas de One Health, on ne parlait pas d'une seule santé, mais environnement, santé, et santé avec un S, étaient déjà présents dans les programmes. Des petits pense-bêtes pour vous aider à retrouver, on va dire, quelques-uns de ces textes fondateurs. Bien sûr, l'UNESCO était présent à ce moment-là, dès ce moment-là, pour impulser cette démarche au niveau de tous les pays adhérents. Alors, à ce moment-là, dans les années 70, le milieu associatif, le milieu politique s'est approprié aussi cette problématique environnement et santé. Ceux qui s'engageaient dans cette voie étaient vus comme des atypiques. Alors, je peux le dire, ça fait 38 ans maintenant que je me suis engagée en tant que professionnelle de santé dans cette voie-là. Quelques années en arrière, on était des individus un peu atypiques. Ceux qui s'engageaient vers cette approche étaient qualifiés de nouveaux citoyens, étaient un peu critiqués. Aujourd'hui, parler de santé et d'environnement, c'est normal. On est qualifié d'éco-citoyen, avec une image très positive. Une image de citoyen modèle, exemplaire, à suivre. 50 ans, c'est rien à l'échelle de la planète. Mais ça montre tout le chemin parcouru en aussi peu de temps. On est dans une situation de transformation du discours, de transformation de la position des citoyens. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ce qui s'est passé au cours de ces 50 dernières années, comprendre les actes aussi bien négatifs que positifs qui sont passés pour apporter les réponses les plus adaptées et amener à une éducation qui se veut optimale, qui se veut positive, qui s'appuie sur des messages positifs, qui renvoient, et j'arrête Didier, vous avez tous ces messages. Tous ces messages, c'est le plus important, mais il faut les remettre dans leur contexte. Chacun ne pourra pas agir individuellement. Il faut qu'on soit dans une démarche de co-construction, qu'on ne soit plus sur des silos individualistes, mais vraiment dans une approche
intersectorielle. Et cela sous-entend que cette démarche collective se mette en place dès le plus jeune âge de la vie pour amener chaque citoyen, à travers des gestes simples, des gestes du quotidien, et non pas des grandes théories, à modifier son comportement pour être cet éco-citoyen responsable que j'évoquais tout à l'heure. Et sur dernier point, parce que je suis quand même enseignant-chercheur, je ne vais pas oublier ma casquette, la recherche progresse dans ce domaine-là. Elle amène des connaissances fondamentales, connaissances pratiques, qui doivent être médiatisées, qui doivent être amenées de la façon la plus simple possible à chacun de nos citoyens pour qu'ils s'approprient ces nouvelles connaissances et puissent les retranscrire dans ces actes du quotidien. Et c'est des gestes simples et non pas des grandes théories qui amèneront à changer et à protéger notre planète. Merci pour cette belle synthèse. Puis on a encore une diapo pour faire de la pub pour le DU. Alors j'ose plus. Hein. Ben si, vas-y. Et puis on donne la parole à Alexandre. Non, vas-y. Ben, c'est une initiative remarquable. Voilà, dans le cadre de mes activités d'enseignante, eh bien, ça fait un certain nombre d'années que j'échange avec les étudiants. Alors, des étudiants de santé, médecine, pharmacie, profession paramédicale. Il y a 20 ans, quand je leur parlais de santé et d'environnement, c'était oui, ok, on écoute, point. Maintenant, les générations actuelles sont vraiment engagées. Quand on évoque l'impact de l'environnement sur la santé, on sent qu'il y a de l'écho. On sent qu'ils sont prêts à s'approprier ces concepts et à les intégrer dans leur pratique quotidienne de soignants. Et c'est pour ça qu'en collaboration avec la chaire UNESCO, Éducation et Santé, on a proposé au niveau de l'Université Clermont-Auvergne un diplôme universitaire santé et environnement qui s'appuie sur, on va dire, une approche pratique, transcription sous forme d'ateliers, sous forme de conseils, d'échanges, de pratiques, des connaissances dans les gestes simples que chaque professionnel peut déployer avec les personnes avec qui il est en interaction. Merci beaucoup. Et désolé pour le déplacement. Je laisse la place à Alexandre. Voilà, Alexandre aura. Vas-y, fais-le comme ça. Voilà, exactement. Alors, tu as vraiment 3 minutes. Hein. Parfait. Alors, nous t'écoutons dans la même logique et n'hésite pas à faire de la publicité pour ce que tu fais aussi, puisque Marie-Pierre n'a pas hésité de son côté. Comme Didier le disait un peu plus tôt, je suis là pour faire du teasing. C'est difficile pour moi de présenter maintenant puisque j'ai aussi une plage horaire tout de suite après pour parler plus en détail des projets. Mais je peux peut-être expliquer ma présence et pourquoi est-ce qu'un biologiste se retrouve dans l'approche d'une seule santé. Donc, Alexandre Baudouin, je suis un conseiller en biodiversité. Donc, je me suis intéressé aux enjeux des changements climatiques et de l'impact que ça aurait sur nos villes, sur la santé des gens. De fil en aiguille, on est arrivé à des réflexions sur les infrastructures naturelles pour adapter la société. Et finalement, tranquillement, on a avancé et on arrivait à des résistances citoyennes. Et quand on réalisait que les gens n'étaient pas prêts à recevoir des aménagements dans leur milieu, on s'est dit, mais pourquoi? Pourtant, c'est bon pour eux. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, mon intérêt pour une seule santé et qui m'a amené à retourner sur les bancs d'école pour faire un doctorat. Donc aujourd'hui, j'ai à la fois un chapeau dans le service administratif de l'Université de Montréal et en même temps comme étudiant au doctorat à l'Université de Montréal du PhD interdisciplinaire en aménagement. Dernièrement, à l'université, nous avons eu l'ACFAS, un congrès sur la francophonie en sciences, et une journée complète dédiée à une seule santé. On a eu l'audace d'inviter des gens de différentes disciplines. Donc, on peut penser à génie forestier. On a invité évidemment des gens de médecine vétérinaire, qui sont un peu les milieux d'origine de cette réflexion-là. On a invité des gens de divers acabits de philosophie, par exemple, pour nous aider à réfléchir à cette idée-là. Et tout le monde commençait en disant « Aujourd'hui, je me sens un peu imposteur parce que… » Et c'est intéressant de voir comment tout le monde peut se rattacher au concept d'une seule santé et en même temps se sentir un peu à côté aussi. C'est tellement vaste, c'est tellement complexe, on ne peut pas comprendre la totalité de la chose. Et c'est une posture à adopter, justement, accepter qu'on ne comprend pas tout, mais qu'on a tous quelque chose à contribuer dans le mouvement d'une seule santé. À main levée, on s'amuse, on se promène, on questionne des gens dans des randonnées. Qui a entendu parler d'une seule santé? De notre côté, c'est 10-15% des gens qui lèvent la main. C'est très peu. Les gens qui lèvent la main connaissent très bien le concept.
Tous les autres regardent ceux qui ont levé la main avec des points d'interrogation en se disant « Mais qu'est-ce que c'est ?» L'intérêt existe. Et on est vraiment au premier balbutiement du côté de l'université sur cette réflexion-là. On a mis en place l'initiative Une seule santé de notre côté qui a pour objectif de fédérer l'ensemble des forces pour surveiller, prévenir et agir ensemble. Vous le verrez plus tard dans mon autre présentation où est-ce qu'on liste les disciplines, les facultés avec lesquelles on travaille actuellement autour de cette idée. Comment on s'y prend? L'animation scientifique est au cœur de notre démarche, un peu la raison pourquoi je suis ici, mais aussi pour toutes sortes d'exemples que je vais pouvoir présenter par la suite en partant du très jeune âge, 0-5 ans, jusqu'aux études graduées. Comment est-ce qu'on intègre l'approche d'une seule santé? On choisit aussi un appui stratégique, évidemment, à certains endroits, certaines disciplines qui ont beaucoup à amener, mais qui ne le réalisent pas encore. Et finalement, on a vraiment une approche opérationnelle. Comment est-ce qu'on peut rapidement passer, comme on le disait en ouverture, des paroles aux actes? Je pourrais rendre le micro ici. Merci beaucoup, Alexandre. Et oui, c'est tout au long de la vie. Alors, avant d'entamer la dernière partie de notre table ronde. Donc, nous avons prévu de vous donner la parole autour de questions, de suggestions, de partage d'expériences, en sachant que la dernière étape, ce sera finalement l'étape un peu plus centrée sur les dynamiques éducatives et en sachant que quand on parle du système éducatif, cela a été dit, il n'y a pas que le système formel, mais système informel et non formel, une interaction permanente et vous allez voir que les représentantes de l'éducation nationale vont parler de plein d'autres choses que d'école et de classe. Mais d'ici là, nous avons quelques minutes pour des questions, des remarques. Monsieur, à vous, on va vous donner un micro. Tu t'en occupes, Benjamin ? Et je vous invite à aller sur la deuxième question du WooClap pendant ce temps d'échange sur le comment on fait. Qu'est-ce que vous nous proposez pour passer des paroles aux actes? Monsieur, à vous, allez-y. Bonjour, merci pour vos informations. J'aurais une petite remarque sur l'étiquette « Une seule santé ». Je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le concept une seule santé, mais il n'empêche qu'ils sont sensibles à tout ce qu'il y a dedans, tout le paradigme. Et c'est un petit danger que je retrouve, un petit danger modéré, hein, mais on met plein de noms sur des paradigmes là, et on dit « Ah bah oui, vous connaissez pas si vous… » Oui, mais en fait, on connaît tout l'écosystème qu'il y a dessous. On ne sait juste pas que vous l'appelez une seule santé. Moi, peut-être que je l'appelle différemment et que d'autres gens l'appellent différemment. C'est un truc, voilà. Et du coup, ça fait plus que 10-15% de gens qui sont sensibles à ça quand on va poser la question. Moi, après, je peux apporter un témoignage. Je suis infirmier. Je reviens, il y a 3 semaines, j'étais en séjour vélo avec des pensionnaires psychotiques. Et le contact avec la nature, le contact avec la pluie, c'est extrêmement soignant, c'est extrêmement porteur. Et en fait, il n'y a même pas besoin d'y mettre beaucoup de concepts, il faut juste le faire. Et on voit que ça agit, ça produit de l'effet tout de suite. C'est assez remarquable. Voilà. Mais en tout cas, c'est très bien qu'il y ait un travail de réflexion en amont et que des grosses institutions se posent la question. Et le DU Santé-Environnement, moi, m'intéresse beaucoup. Je reviendrai poser des questions. Oh, merci beaucoup pour ce bravo, oui, pour ce témoignage. Vous illustrez vraiment le fait qu'on rentre tous dans ces questions-là, finalement par ce que nous sommes et ce que nous faisons, vous, ce que vous décriviez autour de votre activité professionnelle. Et je n'ai pas la réponse à votre question, je ne sais pas si certains l'ont, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais cette question des mots et des autocollants qu'on met sur les concepts, parce que quand même, hein, Rouve-Beuge en parlera, tout le travail qu'il va vous présenter tout à l'heure, parce que je fais aussi du teasing pour le deuxième atelier, et il a été fait quand même sur le label de la santé communautaire, mais une santé communautaire qui structurellement, depuis le départ, a toujours pris en compte les questions de santé environnementale. Alors de quoi on parle? De santé communautaire, de promotion de la santé, d'une seule santé. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire, mais en tout cas, à mon avis, la seule manière, ça va être de partager, d'échanger et de montrer comment toutes ces approches holistiques permettent d'avancer. Mais merci pour à la fois la question et le témoignage autour de cela. Une autre question, remarque, une proposition de réponse à la question posée au témoignage? D'autres témoignages? Oui, bonjour. Je m'aperçois en fait que dans les principaux déterminants de santé humaine, eh bien, la plupart ne sont pas forcément liés au comportement individuel, mais à des questions, par exemple, de tissu socio-économique, de réseau social, d'urbanisme,
Donc, est-ce que dans vos expériences, comment vous traitez ces questions qui échappent à l'échelle du simple comportement individuel? Alors ça, merci beaucoup pour cette question. Tous les gens qui sont dans la santé publique savent que c'est vraiment un enjeu majeur. Se rappeler que les déterminants liés au système de soins, c'est grosso modo 15% de la santé, et le reste est réparti entre une part individuelle et une part collective extrêmement importante. Des réponses de votre part? Je peux vous dire une chose, c'est que du côté de l'UNESCO, la chaire est en charge d'un travail d'accompagnement des villes dans la mise en œuvre de cet apprentissage en matière de santé tout au long de la vie, tel que l'a décrit Alexandre. Eh bien, ce que nous avons toujours mis en avant dans finalement, ce qui doit caractériser les compétences que chacune d'entre nous doit maîtriser, c'est le fait qu'il y a une part de littératie en santé, c'est-à-dire mon comportement à moi, ce que Benjamin appelait les questions individuelles, et puis il y a la partie que nous appelons citoyenneté en santé. C'est comment collectivement on agit sur des déterminants qui vont être fortement économiques, urbanistiques, liés aux politiques territoriales. On ne peut pas envisager ces questions uniquement sous l'angle individuel. C'est toujours une articulation du collectif et de l'individuel. C'est un danger effroyable que de faire reposer sur les épaules des individus la responsabilité de la santé et de la conséquence de l'action sur les déterminants. Merci. J'aimerais rebondir là-dessus. Je vais me replacer pour être dans l'écran. Du côté de l'Université de Montréal, ce qui a motivé en fait la création de l'initiative Une seule santé, c'est différentes crises dont les inégalités sociales en font partie. Les zoonoses, la sécurité alimentaire, la pollution et le déclin du bien-être. C'est les principaux mots-clés. Si je peux donner un exemple pour vraiment appliquer ça, je reviens sur mes infrastructures naturelles. Ma motivation comme spécialiste de biodiversité, reconnecter en fait le vivant, les espaces verts entre eux pour favoriser une migration des animaux dans un contexte urbain, dans une perspective de changement climatique. Mais quand on arrive dans un milieu où est-ce qu'on veut faire traverser une trame verte, dans un quartier où le profil socio-économique est relativement bas, on ne va pas les engager dans un projet de perte de stationnement et de plantation d'arbres si on ne comprend pas les enjeux locaux de base, ce qui nous amène à avoir une approche sur mesure en prenant le pouls en fait, de la communauté comme il faut et réaliser qu'en fait, eux autres, leur besoin, c'est la sécurité alimentaire. Donc, on ne va pas leur réaliser une rangée d'arbres comme ça. On va carrément aménager des jardins, on va aménager des arbres fruitiers. On va vraiment intégrer cette communauté-là pour les autonomiser sur le plan alimentaire et la transformation alimentaire. Notre projet de corridor écologique prend une autre forme. Donc, c'est une façon d'intégrer les enjeux sociaux justement dans une approche comme celle-ci. C'est un exemple que je donne de mon angle de biologiste en contexte urbain pour répondre à la question des inégalités sociales. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. On ne fait pas la santé des gens sans les gens. La participation est au cœur des enjeux d'une seule santé et je sais que le deuxième atelier nous en parlera. Alors maintenant, je vous propose d'entrer dans la dernière séquence de cette table ronde, de nous retourner vers le monde éducatif et tout d'abord en parlant des initiatives, et vous l'allez voir, qui sont extrêmement riches du côté du rectorat de Poitiers, avec donc Madame Allègre, qui est infirmière conseillère technique auprès du recteur de l'Académie de Poitiers. Nous avons une rectrice. Une rectrice, voilà, tout à fait. Et, nous sommes très féminins, nous, dans notre académie. Eh bien, je ne peux que m'en réjouir. L'enjeu étant de parler de l'engagement. Vous avez vu, on a proposé ce titre, l'engagement. C'est bien un engagement qui est collectif. Et encore une fois, vous l'allez voir qu'il ne s'agit pas juste d'administrer des établissements scolaires, c'est une vraie politique. À vous, Madame Allègre. Disons que ce n'est même pas du tout mes compétences de l'administration scolaire. Donc, merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore et en même temps une certaine fierté de pouvoir représenter Madame la rectrice auprès de ces 4 jours. Hein, c'est 4 jours en totalité. De ces 4 jours sur l'école dehors et une seule santé. Fière parce que mon métier est une passion et que la santé, on a tendance à la voir, hein, on a parlé beaucoup d'une seule santé, mais la santé, on a eu tendance encore à la voir comme étant une absence de maladie. Et le silence des organes, et pourtant, ce n'est pas ça.
Une santé, c'est surtout le bien-être, hein, un bien-être complet sur la santé physique, la santé mentale, la santé environnementale, la santé sociale. Et pour un peu rebondir sur la question, dans l'éducation nationale, on prend dans la globalité nos élèves pour sa réussite scolaire et pas la réussite scolaire, parce que la réussite scolaire, elle est individuelle. Elle est collective, mais elle est individuelle. Elle n'est pas forcément celle que l'on désire mettre sur un élève. Et notre objet fondateur, ce sont les enfants, quels que soient leurs âges, hein, et quelles que soient leurs difficultés, qu'elles soient sociales, qu'elles soient handicap. Donc, on est dans une école inclusive et dans une responsabilité globale de l'apprentissage des élèves. Alors, dans l'apprentissage, ce n'est pas descendant, parce que nous sommes sur les compétences psychosociales et c'est un axe fort, surtout sur l'Académie de Poitiers, puisque le projet académique qui a été mis en place sur les 4 années qui vont suivre, sur les 4 axes, les compétences psychosociales sont le fil rouge et la santé, dans sa globalité, reste un axe très fort. Donc voilà. Donc si j'essaye de ne pas prononcer en anglais parce que je ne parle pas anglais. Donc je vais dire une seule santé. Dans une seule santé, la réflexion, elle est multimodale, elle est avant tout, pour ma part, l'école promotrice de santé. Alors l'école promotrice de santé, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est plein de choses. C'est une démarche volontaire des établissements qui réfléchissent sur différents axes de mise en place pour que l'élève arrive à bien apprendre avec une bonne santé. Donc, on a pris plusieurs axes. Nous avons la santé sexuelle, la santé mentale, je vais le dire en dernier, la santé environnementale, l'activité physique et la lutte contre la sédentarité, l'ensemble des programmes probants qu'on utilise, et puis, pour poursuivre, la promotion de l'image corporelle positive du jeune. Alors, pour quelle raison je vais dire en dernier la santé environnementale? Parce que dans tout ce que vous avez dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, pour quelle raison, à un moment donné, j'ai voulu parler de santé environnementale. Alors, cette petite histoire, elle vient d'une rencontre. Elle vient d'une rencontre avec Marion, qui est présente avec nous, le docteur Albuy, et la Villa Santé, avec laquelle nous avons décidé de faire une convention qui est unique en France, puisque la Villa Santé, c'est une plateforme salutogénique unique en France. Et donc, nous avons le bonheur d'avoir fait cette convention avec le CHU et surtout avec Marion Albuy, qui est sur tous nos projets et qui est un partenaire très fort sur la mise en place de la santé de nos élèves. Donc, je vais essayer d'avancer sur la slide suivante, si j'ai un petit peu de lumière. La santé sexuelle. Alors, la santé sexuelle, vous savez qu'on a une obligation à l'éducation nationale. C'est 3 séances d'éducation à la sexualité par an et par niveau, qui est souvent difficile à mettre en place. Et pour les écoles primaires, avec certaines thématiques qui sont à la décision des enseignants et de la direction des directeurs d'école, toujours en partenariat avec des associations qui sont agréées. Donc, nous avons actuellement dans l'Académie de Poitiers une vingtaine de formateurs qui ont été formés au niveau national et qui vont former des intervenants, ces intervenants qui sont pluricatégoriels et interdegrés, ça veut dire, on utilise des mots que vous n'avez peut-être pas forcément dans votre langage courant. Pluricatégoriel, ça peut être de l'enseignant, ça peut être un AED, ça peut être une CPE. Alors, AED, c'est les anciens surveillants. Vous voyez, CPE, c'est celle qu'on voyait souvent pour avoir les punitions, mais qui n'a pas forcément ce rôle. C'est pluricatégoriel et interdegré, ça veut dire qu'on a des enseignants du premier degré, on a le côté du second degré, collège et lycée. Il y a une continuité toujours entre les écoles et les collèges et les lycées. Il me reste combien de minutes? 1 minute sur les 10 que j'avais? C'est pas possible. Si, j'y vais. D'accord. Donc, 80 intervenants qui interviennent et une spécificité, c'est qu'on travaille beaucoup en copil ou en groupe de travail académique. Et donc, vous avez un copil académique sur la santé sexuelle qui voit de façon très large, parce que vous me parlez de Poitiers, mais moi, j'ai 4 départements. J'ai les Deux-Sèvres avec cette désertification médicale. J'ai la Charente-Maritime où j'ai beaucoup de médecins, mais qui sont uniquement sur La Rochelle. J'ai la Charente avec son arrière-pays et le fond de la Charente difficile d'accès et la Vienne qui est plus facile d'accès au côté santé.
Ensuite, on travaille sur la lutte contre la haine LGBTQIA+phobie avec un observatoire, un COPIL, une création d'un Vénémécom sur la haine LGBTQIA+phobie, qui est un axe prégnant pour notre académie, puisque la santé mentale passe aussi sur les difficultés que peuvent ressentir les élèves sur leur non-compréhension des adultes et des autres élèves sur leur transition ou leur sexualité qu'ils pourraient considérer comme être différente de la leur. Ensuite, on travaille sur la précarité menstruelle avec un projet académique qui est itinérant avec le fameux un affichage, l'exposition, j'ai 3 minutes, l'exposition itinérante Hubertine Auclair qui travaille sur les tabous des règles. Et donc, on avait un travail aussi avec les élèves du CAVL. CAVL, c'est Comité académique de la vie lycéenne. Santé mentale, qui est sortie de Covid, qui a été quelque chose qui a été obligatoirement mise en place suite aux difficultés de santé mentale de nos jeunes, avec un observatoire de la santé mentale, un partenariat qui est très riche avec le CH Labourie, qui est un centre hospitalier pédopsychiatrique à proximité, un repérage précoce, donc les formations, donc une ingénierie de formation qui a été réfléchie sur le repérage précoce de la crise suicidaire, des référents de cellules d'écoute et psychotrauma, un projet académique sur le bien-être avec une spécificité sur les délégués du bien-être pour sortir un petit peu du biais de la négativité et essayer de voir que les choses peuvent être positives dans la vie et de sortir de cette noirceur parce que le matin, c'est plus difficile de penser quelque chose de positif. Alors, réfléchir, trouver une façon de voir les choses positives. Alors, on n'est pas sur le pouvoir de la licorne, hein. C'est autre chose, c'est essayer de sortir du biais de la négativité. Donc, on a travaillé aussi avec la Villa Santé, on a formé nos élèves du CAVL sur l'alimentation bien-être, l'activité physique, le jeu médiateur d'altérité et la lutte contre le harcèlement avec un programme phare qui est complètement déployé sur l'académie. J'ai sa photo de Marion parce qu'il y avait... Ensuite, santé environnementale. Donc, 25 formateurs ont été formés à la Villa Santé. Nos thématiques pour l'instant de travail, c'est l'exposome, le One Health, excusez-moi, je prononce mal, les compétences psychosociales, l'éco-anxiété, l'alimentation, les cosmétiques, les 17 ODD et la qualité de l'air intérieur. Chaque année, nous essayons d'augmenter forcément nos compétences parce que ces formateurs vont déployer au sein des autres établissements des formations afin que les élèves, parce que l'aboutissement, c'est notre objet fondateur, ce sont les élèves, pour que les élèves puissent avoir des informations et aussi des actions qui sont mises en place dans leurs établissements. L'activité physique et lutte contre la sédentarité avec nos 30 minutes d'APQ, savoir agir, savoir rouler, savoir nager, les 2 heures d'augmentation d'activité physique et pas de PS dans les collèges, la génération 2024, ICAP, c'est un programme probant pour augmenter de 2 heures d'activité physique et de diminuer, j'essaye de parler très vite pour rentrer dans... Je peux parler plus vite s'il faut. Et diminuer de 30 minutes de temps d'écran dans la semaine. Alors, c'est un programme probant qui est financé par l'ARS et qui va être déployé dès septembre 2023 sur 4 établissements dans chaque département, ce qui fera 16 établissements cette année, 32 personnes formées. Et mission Retrouve ton cap, qui est travailler sur la sédentarité des élèves. Programme probant. Donc, on a Unplug. Donc, tous ces programmes probants sont financés par l'ARS, Nouvelle-Aquitaine, qui est pour nous un partenaire très important. Unplug, c'est travailler sur l'addiction et les compétences psychosociales, avec l'addiction avec produit et sans produit, sur les écrans. Tabado, c'est un programme probant sur le tabac et les consultations pour arrêter de fumer. GBG, c'est Good Behavior Games, je l'ai prononcé, pourtant c'est anglais. C'était un travail sur les compétences psychosociales et le climat de l'école. Et je dis école parce que c'est uniquement pour les écoles primaires. ICAP, je vous ai expliqué. Expérience animée, c'est une expérience qui a été menée en Charente en parallèle avec l'université de cinématographie qui a permis de travailler sur
les addictions et les compétences psychosociales tout en étant artistique, et qui va être déployé sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, vu l'engouement et la réussite de ce programme. Donc, je ne vous parlerai pas des promotions de l'image corporelle positive du jeune, puisque c'est l'aboutissement pour l'année prochaine, c'est la thématique, parce qu'il s'avère que lorsqu'on discute avec les élèves, les réseaux sociaux sont souvent pourvoyeurs de grandes difficultés, c'est-à-dire que les élèves retournent au sport pour avoir un beau corps et montrer sur TikTok leurs muscles et qui sont filtrés et qui donnent des complexes à beaucoup d'autres enfants. Et je vous ai mis, mais on ne voit pas parce qu'on se cache tous, les compétences psychosociales, qui est l'axe fort de l'école promotrice de santé. J'irai donc très vite et je ne dirai pas trop davantage sur le 3D, c'est la labellisation 3D établissement en démarche de développement durable. Les écoles dehors, parce qu'on en a parlé pendant plusieurs jours, et on voit bien l'importance de ces écoles dehors. Et pour donner un exemple d'une institutrice, c'est déjà très genré ce que je viens de dire et en même temps c'est très obsolète. Un professeur des écoles qui expliquait que, et j'arrête, qui expliquait que les élèves qui avaient cette capacité d'être grands parleurs en classe et d'autres petits parleurs, lorsqu'ils étaient à l'extérieur, retrouvaient cette capacité à parler puisqu'ils étaient en contact avec les écoles, avec la nature. Pardon, hop, je vais très vite. Je voulais juste parler de la parentalité, parce que la parentalité ne s'arrête pas à la grille de l'école. Les parents ont toute leur place au sein de l'institution, qu'elle soit école ou lycée ou collège. On travaille donc sur l'école dehors, avec les représentants légaux, sur lever les craintes, rassurer, communiquer et la paire et danse. Parce que les freins des parents, c'est la crainte des intempéries. Comment je vais habiller mon petit? Un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid. Il va pleuvoir, il va salir. Crainte des chutes et des blessures. C'est vrai que dans une classe, c'est plus sécurisant. Il est assis, il ne monte pas dans un arbre, il ne risque pas de tomber. Peur qu'ils aillent se salir. On a acheté des nouvelles affaires, il est tout beau. Et le dernier, c'est la peur des insectes. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas envie de mettre leurs enfants à l'extérieur, ils avaient peur de la maladie de Lyme, en se disant il va aller dehors, il va avoir des tiques, il va tomber malade. Donc, notre travail en santé, c'est de rassurer les parents, d'accompagner les équipes pédagogiques pour trouver les moyens, pour lever ces freins, pour que les parents puissent accéder à la possibilité de laisser leurs enfants aller dehors. Et je me tais. Merci beaucoup pour cette présentation exhaustive. Sans transition, on va passer la parole à Madame Bay pour poursuivre finalement ce travail. Et on avait ici la diapositive avec tous les partenariats et tous les liens importants qui structurent finalement le travail du rectorat et des institutions éducatives. À vous. Merci beaucoup. Alors, dans l'éducation nationale, puisque moi je m'exprime de mon poste à la DGESCO, donc la Direction générale de l'enseignement scolaire au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, l'approche Une seule santé, elle s'inscrit dans la démarche école promotrice de santé dont Sabrina vient de parler. C'est important pour moi de reprendre, même si vous l'avez dit rapidement, cette définition de la santé qui est vraiment une définition de la santé globale telle que l'entend l'OMS, à savoir un état de bien-être physique, mental et social, et non pas l'absence de maladie avec une définition biomédicale. Et pourquoi c'est important de dire ça? C'est important de dire ça parce que ça veut dire que ça ne va pas uniquement être l'affaire des médecins de l'éducation nationale ou des infirmières de l'éducation nationale, mais ça va bien être l'affaire de l'ensemble des membres de la communauté éducative. Et je me permets de préciser, puisque que la définition des communautés éducatives englobe les parents. Et on parle de communauté éducative élargie en englobant aussi tous les partenaires. Et cette notion du collectif qui nous réunit aujourd'hui, des communs, elle est essentielle aussi dans cette démarche. Donc cette définition, elle part de la notion de bien-être. Et cette notion de bien-être, elle fait partie des 3 priorités ministérielles qui étaient présentes dans la circulaire de rentrée 2022. Et c'est une grande première, c'est inédit, c'est à mon sens un signal extrêmement fort que le bien-être soit mis au même niveau que la réussite et que l'excellence de l'acquisition des connaissances. Donc
La démarche école promotrice de santé que nous portons, elle s'appuie sur le lien entre bonne santé et réussite scolaire, c'est-à-dire que les études montrent bien qu'un enfant en bonne santé va être un enfant qui va avoir des meilleurs résultats scolaires statistiquement et qui sera ensuite lui-même plus tard un adulte en meilleure santé. L'école, c'est un déterminant de santé. Les enfants y passent 40% de leur temps d'éveil, donc on a un rôle extrêmement important. Et ce rôle, c'est une question de justice sociale. La différence d'espérance de vie entre une personne qui est un CSP défavorisé et un CSP favorisé, c'est une différence de 8 ans chez les femmes et 13 ans chez les hommes ou l'inverse. Ça y est, j'ai 13 ans chez les hommes, c'est ça. Et donc, c'est extrêmement important. Et nous, à l'Éducation nationale, on considère qu'on a un rôle vraiment essentiel à jouer en la matière, puisqu'en France, on peut considérer qu'on a un bon système de soins, mais en revanche, l'accès aux soins, lui, est assez inégalitaire, et notamment l'éducation à la santé, le fait de savoir prendre soin de soi est extrêmement important et c'est l'objectif qu'on s'assigne. Donc, c'est une démarche qui est portée fortement par le ministère depuis 2020, avec la création notamment des référents écoles promotrices de santé. Il y a eu déjà des expérimentations avec le programme ABMA, Aller bien pour mieux apprendre à Lyon en 2016. Et puis, c'était présent pour la première fois dans le plan national de santé publique en 2018, qui faisait référence à la démarche école promotrice de santé. Donc, cette démarche, c'est important de rappeler que c'est un vrai changement de paradigme. Je ne sais plus où j'en suis dans mon... On est toujours la première diapo. J'en suis toujours la première diapo. Donc, c'est un vrai changement de paradigme. Ça veut dire qu'on ne va pas partir des risques et des interdits. Et ça, c'est important, notamment quand on travaille avec des jeunes, on travaille sur le développement des jeunes. Et donc, on va promouvoir les bonnes pratiques. On ne va pas dire, par exemple, il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, mais on va plutôt promouvoir le fait d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Donc, c'est une démarche extrêmement positive qui vise à renforcer le pouvoir d'agir des jeunes. C'est aussi une démarche holistique. Le terme a été employé plusieurs fois, mais c'est extrêmement important, je pense, une démarche intégrative qui concerne l'ensemble des personnels. Et nous, on met un petit peu beaucoup d'énergie aussi à la placer au niveau du pilotage. Donc, on forme beaucoup, en ce moment, la formation concerne beaucoup les personnels d'encadrement à tout niveau, puisque c'est eux qui vont être en capacité d'impulser. Parce que même si je considère que, évidemment, on est toujours dans un double mouvement, on va nourrir, les impulsions ministérielles se nourrissent des remontées de terrain. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les territoires, mais néanmoins, c'est important aussi que ce soit porté, sinon après, le terrain peut s'essouffler si on ne le porte pas au niveau du pilotage. Donc, ça veut dire qu'on essaye de faire en sorte que ce soit présent. Donc, Sabrina parlait du projet académique, mais aussi dans le projet d'établissement, dans la contractualisation entre les établissements, par exemple, et les autorités académiques ou dans les projets d'école. Nous prenons appui pour cette démarche holistique sur une instance qui s'appelle le CESCE. Et suite à la loi climat-résilience de 2021, au départ, en fait, ça s'appelait des CESC, Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Et donc, ils ont évolué en ajoutant le E de environnement et qui donne vraiment toute la dimension, justement, une seule santé. C'est la concrétisation de cette démarche Une seule santé au sein de l'Éducation nationale, avec l'appui sur cette instance qui va matérialiser la réflexion autour de la santé-environnement et qui va travailler notamment aussi sur le parcours citoyen et le parcours éducatif de santé dans un objectif de bien-être global et durable par tous et pour tous, en associant l'ensemble de la communauté éducative. Donc, au sein de cette instance, on va retrouver notamment désormais les éco-délégués, les ambassadeurs santé. Et donc, on essaye d'avoir une réflexion un petit peu globale sur la notion d'engagement qui nous semble essentielle. Le terme a été prononcé également déjà. Et donc, c'est très important pour nous. On a des élèves qui s'engagent et qui sont ambassadeurs donc, sur la santé, contre le harcèlement ou pour l'égalité, par exemple. Et on valorise aussi l'engagement des établissements par le biais de labels, dont notamment le label EduSanté et le label E3D, donc établissement engagé en développement durable. Et
il y a une réflexion dans plusieurs académies et au niveau national, c'est aussi quelque chose que je souhaite investir sur le fait de mettre en cohérence ces différents labels, peut-être de reconnaître cette notion d'engagement un petit peu globale avec différentes valences. Et donc, il y a des académies qui ont un même label EDD, enfin E3D et du santé avec des entrées et des valences différentes. Le travail que nous menons s'inscrit aussi et prend appui sur la stratégie multisectorielle de développement des compétences psychosociales qui a été publiée au mois d'août, qui est un point fort pour nous. C'est un levier essentiel dans le cadre de la démarche école promotrice de santé et dans le cadre de l'approche Une seule santé, puisque c'est une démarche qui vise, là encore, à renforcer le pouvoir d'agir des jeunes, à leur apprendre à avoir un esprit critique, à s'insérer dans un collectif. C'est vraiment des compétences qui nous semblent essentielles et qu'on essaye de porter au plus haut niveau, et en tout cas au même niveau que les compétences disciplinaires. Donc, dans ce cadre, je viens d'élaborer une feuille de route pour le ministère. Nous avons créé, premier point de cette feuille de route, c'était des délégations académiques spécifiques sur les compétences psychosociales chargées de déployer la feuille de route dans les territoires. Et nous avons engagé un plan de formation qui se veut ambitieux sur la question avec un premier séminaire de 2 jours qui a eu lieu la semaine dernière. Nous engageons trois types d'actions dans la démarche d'école promotrice de santé. Ah, bah, c'est ça. Donc, à la fois des démarches en matière d'éducation, comme le développement des compétences psychosociales, des démarches de prévention, c'est essentiel aussi, comme la prévention, par exemple, contre le tabac, des démarches de protection de la santé par le développement d'un environnement favorable à la santé et au bien-être. Et ça, c'est important. Et donc, on agit à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Ça rejoint votre question tout à l'heure qui m'a semblé intéressante. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir cette double entrée, c'est-à-dire concevoir l'individuel comme la contribution à un collectif et agir aussi effectivement au niveau collectif. Et c'est pour ça qu'on promeut beaucoup l'engagement, parce que ça va être finalement, je pense, le lien avec ma conclusion. C'est que l'idée qu'on promeut, c'est vraiment de former des citoyens, des éco-citoyens engagés, responsables, mais aussi capables justement de réfléchir avec ce développement des compétences psychosociales, de faire preuve d'esprit critique, de s'inscrire dans un collectif, de faire preuve d'empathie et d'avoir les moyens d'agir de manière efficace. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle présentation, ces 2 présentations qui montrent l'engagement de l'intégralité du système éducatif dans la dynamique Une seule santé, la dynamique de promotion de la santé en tout état de cause sur tout ce qui peut équiper des citoyennes et des citoyens pour agir individuellement et collectivement en faveur de la santé. Alors, on arrive au bout de cette table ronde. Il nous reste à faire le point sur ce que vous, public ici ou en ligne, avez proposé comme étant les éléments clés, et donc on va passer le WooClap, les éléments clés pour passer des paroles aux actes. On a eu énormément d'exemples et Marie-Pierre Sauvan-Rochal a rappelé également l'éducation nationale et les institutions éducatives se sont engagées il y a déjà très longtemps, mais aujourd'hui avec une structuration beaucoup plus grande. Et dans les propositions qui apparaissent à l'écran, eh bien, c'est la centralité des enjeux éducatifs. Et clairement, on est bien ici dans une dynamique qui prend la santé en compte à la fois autour des conditions de la réussite des élèves et puis de la citoyenneté. Ces 2 éléments clés bien, conduisent à agir sur l'ensemble des déterminants de la santé. Et on l'a dit suite également à la question de Benjamin, autour de cette articulation entre ce qui relève de l'environnement, ce qui relève des politiques publiques, de l'urbanisme, de la vie économique, et puis ce qui relève de l'individu dans une approche équilibrée. Je crois qu'il y a une forme d'unité dans tout ce qui a été dit, et il nous reste maintenant à passer la parole à Sribab, tout simplement, pour quelques éléments de conclusion. Qu'avez-vous appris aujourd'hui et en quoi cela renforce-t-il finalement votre engagement autour des enjeux d'une seule santé? À vous. Alors, merci, professeur Didier Jourdan. Je tiens d'abord vous remercier de m'avoir permis de participer à cette table ronde, d'où a découlé des échanges riches
j'ai appris que le One Health est une approche holistique et intégrée qui repose sur un principe simple selon lequel la protection de la santé de l'homme repose sur la santé animale et sur l'ensemble de l'écosystème. Et qu'il faut passer par l'éducation, qu'il y a des mesures concrètes qui ont d'ailleurs déjà été mises en place, notamment l'école promotrice de santé, par rapport à cette approche qui met l'accent sur l'éducation à l'environnement. Et donc, je pense qu'il y a encore du travail à faire en matière de sensibilisation sur le concept à l'échelle nationale, internationale ou même mondiale, si je peux le dire comme ça. Et que nous avons la responsabilité d'encourager la mise en œuvre concrète de ce concept. Et donc, voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette remarquable. Alors, le temps qui nous était imparti est écoulé, mais j'imagine qu'il y a des questions, des remarques. Eh bien, ce que je vous propose, c'est très simplement maintenant de nous arrêter pour ce qui concerne la partie formelle de notre table ronde et de passer pendant la demi-heure qui vient à la partie informelle. N'hésitez pas à venir pour que nous puissions échanger. Nous reprenons à 11h30 avec l'atelier et n'hésitez pas à aller dehors, bien sûr, pour vous dégourdir les jambes, mais aussi pour échanger ensemble et passer, je dirais, à une autre focus. C'est des expériences ici à Poitiers, à Brooklyn-Waterland, à Montréal ou à Saint-Louis, autour de la mise en œuvre concrète du concept. Merci à vous tous et bravo à tous nos participants et pour vos contributions.